Bonsoir tout le monde, bonsoir chers professeurs, bonsoir chers collègues. C'est l'équipe de Pikine composée de Dr Inès, Dr Yacine et moi-même Dr Sokhna Silo. Nous allons vous faire la présentation du cours sur l'OAP, l'œdème aigu du poumon. Donc comme plan, nous allons suivre ce plan, les généralités, le diagnostic positif, le diagnostic de gravité, la CAT d'urgence, le diagnostic différentiel, étiologique et le traitement. Pour finir par la conclusion, donc en généralité, nous allons d'abord définir l'œdème aigu du poumon. Donc, l'œdème pulmonaire est l'accumulation pathologique de liquide dans le secteur extravasculaire pulmonaire, c'est-à-dire dans l'interstitium et les alvéoles pulmonaires. On parle d'œdème aigu du poumon lorsque cette installation se fait de façon brutale. Donc, on distingue selon le mécanisme deux types d'œdème, l'œdème cardiogénique et l'œdème non cardiogénique. Donc, l'œdème cardiogénique ou dit hémodynamique est lié à l'augmentation des pressions de la microvascularisation pulmonaire, souvent liée à une insuffisance cardiaque gauche. Et l'œdème non cardiogénique est dit aussi lésionnel, qui est dû à une altération de la membrane alvéolo-capillaire. Donc, comme intérêt, il faut savoir que l'œdème aigu du poumon est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic est souvent aisé, facile à la clinique, et si la prise en charge est retardée, elle peut mettre en jeu le pronostic vital par une asphyxie ou un collapsus pouvant entraîner au décès. Donc, sur le plan de la physiopathologie, il faut savoir que l'OAP résulte d'une différence des pressions au niveau des capillaires pulmonaires. En effet, lorsque la pression à l'intérieur des capillaires devient plus élevée que les pressions alvéolaires, l'eau et l'albumine passent des capillaires dans les alvéoles. Donc, il en résulte une accumulation de liquide au niveau de ces dernières et par conséquent une détresse respiratoire. Donc, il faut savoir que la différence de pression est soit liée à un dysfonctionnement au niveau du ventricule gauche, donc dans le choc cardiogénique, ou bien à l'altération de la membrane alvéolo-capillaire dans l'œdème lésionnel. Donc, il en résulte deux stades. L'étape de l'œdème interstitiel qui est constituée par une congestion vasculaire entraînant une compression des bronchioles avec augmentation du volume de fermeture des voies aériennes et une redistribution de la perfusion vers les sommets. Donc, ce qui entraîne une augmentation du travail ventilatoire qui est à l'origine de la dyspnée. Et l'autre étape, c'est l'œdème alvéolaire qui en résulte un effondrement de la compliance pulmonaire avec un travail ventilatoire fortement accru, une altération des échanges gazeux qui est à l'origine d'une hypoxémie, une hyperventilation réactionnelle, donc une alcoolose ventilatoire ou une acidose métabolique. Donc, ce qui va entraîner un travail respiratoire considérable qui peut entraîner un épuisement ventilatoire ou un décès. Donc, ça, c'est un schéma qui montre l'accumulation de liquide au niveau alvéolaire qui est à l'origine de l'œdème aigu du poumon. Donc, sur le diagnostic positif, d'abord à l'interrogatoire, c'est souvent un terrain de cardiopathie qui est connu, suivi ou mal suivi, avec la notion de difficulté respiratoire d'installation brutale, surtout nocturne. Il faut rechercher le traitement qui est en cours et revoir si le traitement est bien pris ou s'il y a une inobservance du traitement, les écarts de régime ou un régime hypersodé. À la clinique, souvent l'examen clinique est aisé dans sa forme typique. Le début, il est souvent brutal et nocturne. À l'inspection, le sujet il est pâle, cyanosé, froid, couvert de sueur avec une trachépnée superficielle et une orthopnée. Le malade est angoissé avec une oppression thoracique en chape de plomb. Le patient se plaint d'une toux avec grisaillement laryngé, rarement, ramenant une expectoration fréquemment rose saumonée. Donc, l'examen pulmonaire va retrouver classiquement les râles crépitants aux bases envahissant les deux champs pulmonaires qu'on dit en marée montante avec une diminution du murmure vésiculaire. Elle peut aussi retrouver des ronchis bilatéraux en cas d'inondation de tout l'arbre bronchique. Donc, l'examen cardio-respiratoire doit rechercher les signes d'insuffisance cardiaque, surtout gauche. Donc, à l'inspection, les œdèmes des membres inférieurs chez les grands enfants, surtout la turgescence des veines jugulaires. À la palpation, il faut rechercher un reflux hépatojugulaire et une hépatalgie et une hépatomégalie. L'auscultation cardiaque va rechercher un souffle cardiaque pathologique, un bruit de galop, et aussi vérifier s'il y a une hypertension artérielle systolo-diastolique qui est souvent habituelle et plus rarement une pression artérielle basse et pincée qui est souvent un facteur de gravité. Diapo Yacine.
Donc, à la paraclinique, c'est surtout à la biologie, c'est les gaz du sang qui vont permettre de poser le diagnostic à l'origine des troubles au niveau des échanges alvéolo-capillaires qui va se répercuter en montrant une hypoxémie, une hypocapnie, et une alcoolose, puis une hypercapnie et une acidose. Le CG va aussi montrer des signes à type de tachycardie sinusale, des arythmies, des anomalies de conduction ou des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, la radiographie du thorax, elle va plus montrer des signes à type d'œdème interstitiel, un comblement des cul-de-sac pleuraux, la présence de lignes de Kerley, des signes des opacités floconneuses bilatérales symétriques à prédominance périhilaire en aile de papillon, qui sont souvent signes d'un œdème alvéolaire. Parfois, on peut avoir un poumon qui est blanc, qui signe un OAP qui est grave. Donc, sur cette image, on a les opacités qui sont bilatérales et symétriques en aile de papillon. Donc, à l'écho-cœur aussi, l'écho-cœur permet plutôt de typer le type de cardiopathie, d'évaluer la sévérité, mais surtout le retentissement sur le plan hémodynamique. Donc, le diagnostic de gravité, il faut savoir que quand l'OAP est associé à ces symptômes, il devient un OAP grave s'il est associé à des signes respiratoires à type d'épuisement respiratoire, des signes d'hypercapnie, une cyanose ou une hypoxémie inférieure à 95% ou des signes d'acidose métabolique ou une bradypnée, une instabilité hémodynamique avec des signes de choc, des troubles neurologiques à type de troubles de la conscience ou un coma, des signes attestant d'un choc cardiogénique, à savoir une hypotension, une tachycardie ou un pouls qui est filant. Donc, devant ces signes, une unité de soins intensifs ou AV spécialisée est indiquée. Donc, après le diagnostic positif et de gravité, devant un tableau d'OAP, il faut savoir mettre le malade en condition, libérer les voies aériennes supérieures. Le malade doit être mis en position semi-assise, avec jambes pendantes si possible, mettre une oxygénothérapie efficace, soit avec un masque à haute concentration, une CPAP, mettre les diurétiques. En première intention, il faut mettre la furosémide avec un bolus de 2 mg kg. Les besoins hydriques doivent être réduits aux 2/3 avec du glucose de 5%, sans potassium, en attendant d'avoir l'ionogramme sanguin ou bien la relance de la diurèse. Et placer une sonde urinaire, surveiller la diurèse et escoper le malade. Donc, le diagnostic différentiel devant un tableau d'OAP, c'est plutôt le diagnostic différentiel avec les OAP lésionnels qui sont souvent dus à une altération de la membrane alvéolo-capillaire qui sont retrouvés dans des contextes où il y a l'orthopnée qui est absente. Donc, il faut faire aussi le diagnostic différentiel avec un pseudo-asthme cardiaque, une embolie pulmonaire ou une pneumopathie. Et ces différents types de diagnostics, la radiographie du thorax et l'interrogatoire et l'examen clinique peuvent permettre de faire la différence.